Les travaux pratiques commencent par débloquer un ordinateur. Ouais, là, je crois que... Vas-y, raconte. Ouais, je peux raconter une histoire en attendant, si vous voulez. Pour raconter une histoire. Toujours pour rester dans le cerveau et l'inconscient, puisqu'on était parti là tout à l'heure comme ça. Il y a un professeur qui s'appelle Rosenzweig, qui travaille avec une équipe à Berlin. Et ce professeur a noté que si l'on mémorisait 10 unités par seconde, une unité étant une image ou un mot, au bout de 100 ans, on aurait encore de disponible dans notre cerveau 9 dixièmes de sa capacité. Alors allez-y, sans hésitation, faites-vous plaisir. Regardez, en plus, ça met de bonne humeur Monsieur Chollet, qui vient de réparer sa machine. Voilà. J'ai d'autres anecdotes. Bonjour à tous. Alors, juste comme Alain a été très bavard, il a donné beaucoup d'informations, je vais juste ajouter un petit point. Moi, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais vous présenter ce qu'on va faire, ce qu'on va voir ce matin et ce qu'on va faire cet après-midi. Je me suis fendu d'un petit tableau qui devrait normalement s'afficher. Donc l'idée, c'est à l'heure actuelle, on s'aperçoit que quand on fait de la conception de systèmes complexes ou de la conception de systèmes mécatroniques, complexe c'est un peu plus large finalement, ça permet de... Eh bien finalement on est face à la problématique suivante. On travaille sur un produit, on va avoir besoin de mettre en œuvre des process, et puis on va avoir à s'appuyer sur des ressources. Et ce genre ces points-là, que ce soit le produit, le process ou les ressources, on va travailler dessus sous différentes formes. Alors Alain a déjà vendu la mèche sur la modélisation et la simulation, mais je pense qu'il faut qu'on rajoute également l'expérimentation. Alors en fait, l'idée, c'était pour la journée d'aujourd'hui, de voir un petit peu si on couvrait, c'est la réflexion que je me suis faite hier, est-ce qu'on couvre un peu tout ça? Dans le sens où est-ce que je couvre à la fois modélisation, simulation, expérimentation, et est-ce que je traite des systèmes mécatroniques ou des objets qui décrivent ces systèmes, de leur méthode de conception ou des ressources dont je vais avoir besoin. Alors clairement aujourd'hui, l'expérimental, on ne va pas en faire. C'est clair qu'on pourrait peut-être, je vais peut-être y venir là, mais pour l'instant, on n'est pas au niveau des formations Innovaxium à faire de l'expérimental, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de présentations aujourd'hui sur l'expérimental. Modélisation, simulation, on va être en plein dedans aujourd'hui, ce matin comme cet après-midi. Alors par contre, il faut voir une chose, c'est que en modélisation, on travaille sur quoi? On va élaborer un modèle, on va élaborer des modèles, on va les rendre compatibles, cohérents, on va être dans le multidomaine puisqu'on est en mécatronique, de la mécanique, de l'électronique. Il va y avoir du multiphysique, il va y avoir du multiniveau. Bon. En termes de processus pour concevoir ce genre de système, pour faire de la modélisation, on peut utiliser ce que propose Dassault Systèmes, le RFLP, qui est un dérivé de ce que propose l'ingénierie système. Et puis au niveau langage, il y a toute la flopée de langages qui existent à l'heure actuelle. On peut prendre SysML, Modelica. Au niveau des outils, moi j'ai mis Katia, MATLAB, il y a les AMSIM, il y a Simulation X qui va présenter également tout à l'heure. Donc tous ces outils-là permettent de faire de la modélisation. À mon sens, la modélisation n'a pas de sens justement si on ne fait pas de simulation derrière. Or, il y a parmi les outils que j'ai cités, certains outils, justement, certains langages, comme SysML, pour lesquels la simulation n'est pas encore arrivée à sa maturité. Sur SysML, par exemple, je crois que c'est Françoise Caron qui en parlera tout à l'heure, on peut simuler certaines choses, mais ça ne va pas très loin pour l'instant. Donc la simulation, en fait, on va simuler ces modèles. Je dirais qu'à la limite, l'aboutissement, c'est de pouvoir simuler un prototype virtuel ou une partie de ce prototype virtuel avec des échelles plus ou moins différentes. Et que va-t-on faire ici si on applique l'ingénierie système? On va devoir répondre à des cas de test. En fait, la simulation doit permettre de vérifier qu'un cas de test qu'on a détecté lors de la conception, du début de la conception, lors de la modélisation, est bien traité, en fait, et qu'on y répond bien. Là, on peut utiliser des solvers, on peut faire de l'élément fini. Et puis ensuite, on a la phase d'expérimentation. Et ça, il ne faut pas la négliger.
Jusqu'à présent, on en parlait très peu dans les conférences mécatroniques Innovaxium, mais il est clair qu'à l'heure actuelle, par exemple, si vous travaillez sur un véhicule électrique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore routinier, il faut des démonstrateurs. Il faut des démonstrateurs d'un véhicule, il faut des démonstrateurs de composants, il faut faire des tests sur des matériaux. Donc là aussi, on peut envisager que l'ingénierie système nous aide à mettre en place des cas de test qui permettront de valider les choix qu'on aura faits. Et puis, il faut voir aussi une chose, c'est qu'en termes d'outillage, je dirais, en termes de ressources, on peut faire du HIL, c'est-à-dire du hardware in the loop. On est à cheval sur tout ça. Vous avez des modèles, vous allez les simuler, et dans ces modèles, vous allez noyer un composant réel que vous allez mettre en réseau avec vos autres modèles, et vous allez simuler tout ça. Donc le HIL, le SIL, Software in the Loop également, on peut faire du plan d'expérience. Alors, il y a une phase d'expérimentation qui est un peu particulière, c'est le VHIL, Virtual Hardware in the Loop, qui existe également. C'est là quand vous avez vraiment un modèle qui est très très proche du système réel et vous allez simuler tout ça. Alors, quel est mon objectif là aujourd'hui en vous montrant ce tableau-là? C'est de dire, raisonnons, voyons si on couvre tout au niveau mégatronique. Est-ce qu'on couvre ces différentes phases de travail? Est-ce qu'on arrive à balayer ça? Est-ce qu'on peut raisonner sur toutes les problématiques, à la fois la maquette numérique, le prototype virtuel, mais quel outil, quel langage, avec quelle méthodologie? C'est tout le but de ce matin et puis de cet après-midi. Pour conclure, globalement, on va avoir plein de modèles. Donc, je crois qu'Alain l'a dit tout à l'heure, il faut que nos modèles soient cohérents. Je prends toujours l'exemple d'une vitesse, par exemple, dans un système, avec l'ingénieur mécanicien qui va l'appeler oméga, l'électronicien qui va l'appeler n, et puis à un autre endroit dans les modèles, il va avoir un autre nom. Donc déjà, on ne respecte pas la règle qui est de dire qu'un même paramètre a le même nom dans tous les modèles. Donc ça, c'est un premier point, mais ça va plus loin que ça quand même. Et puis je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, quelque part, le processus de conception, actuellement, surtout quand on fait de la mécatronique, on est en train d'innover, qu'on essaye de faire par exemple un système assez compact pour lequel on sait qu'on va rencontrer des problèmes, par exemple multiphysique ou autre, eh bien il faut impérativement qu'on arrive à la fin de notre phase de conception à se dire, voilà, on a réussi à concevoir, à avoir un modèle d'un système dont je peux faire un démonstrateur. L'idée, c'est de se dire, ce n'est pas la peine de faire quelque chose qui va nous envoyer vers un démonstrateur pour lequel on va démontrer que plein de choses ne marchent pas. Ce qu'il faut, c'est arriver, avant de faire ce démonstrateur qui sera quelque chose où on va faire des corrections, où on va permettre aux gens de valider les concepts, il faut arriver à faire en sorte qu'il soit le plus débugué possible avant de réaliser le démonstrateur. Parce qu'un démonstrateur, ça coûte cher, d'accord, mais on en a encore malheureusement besoin dans beaucoup de cas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, ce matin, donc, beaucoup de conférences qui vont traiter de certaines de ces thématiques. Et cet après-midi, on a 2 formations en parallèle. On avait proposé 5 thématiques, plutôt orientées sur les outils et les langages. On les a regroupées. On a beaucoup plus de personnes à former cette année que les autres années, mais divisé par 5, ça faisait des formations un peu vides. Donc on a fait un regroupement. On a regroupé tout ce qui était sur outils MATLAB. Donc ça va se faire dans une salle, la salle 203 qui est au-dessus de l'amphi, donc à partir de 14h15. Et puis, tout ce qui est SysML, CATIA V6 et Modelica d'Imola se fera dans une salle qui est près du bureau d'études dans l'ancien bâtiment, dans le bâtiment historique, en salle 312, ou BE2. Voilà. Alors, juste pour vous prévenir, pour ceux qui ont choisi par exemple d'une formation SysML ou une formation CATIA V6 ou une formation d'Imola, on va essayer de montrer comment nous, au niveau de SupMeca, à la fois en enseignement et en recherche, on articule à l'heure actuelle, encore une fois c'est une proposition, et justement c'est en discutant cet après-midi qu'on peut la modifier, qu'on peut s'enrichir. Donc on va vous faire une proposition de chaînage ou de travail en parallèle plutôt, parce que comme l'a dit Alain, on a un peu de tout à tous les niveaux. Comment on va travailler en parallèle avec SysML, avec Modelica d'Imola et avec CATIA V6. Voilà, bon maintenant je vais laisser la place aux orateurs qui sont dans le programme. Merci beaucoup.